Ma femme est tombée enceinte 3 ans après ma vasectomie. J'ai fait des tests et découvert que j'étais toujours stérile. Ensuite, j'ai fait un test ADN sur notre fille et j'ai découvert qu'elle n'était pas la mienne. Alors, j'ai demandé le divorce. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. Nous avons passé 2 ans ensemble à l'université et nous nous sommes mariés à l'automne suivant notre diplôme. Nous avons passé 2 ans à explorer notre relation, puis nous nous sommes installés pour fonder une famille. Elle a arrêté sa contraception, et sa libido a explosé, mais il nous a fallu 3 ans pour qu'elle tombe enceinte. Finalement, nous avons eu une petite fille magnifique. Quelques mois plus tard, ma femme a repris une contraception, qu'elle a très mal supportée. Son médecin lui a changé plusieurs fois de traitement, mais elle avait des effets secondaires à chaque fois. Nous en avons parlé, comme nous n'étions pas sûrs de vouloir un autre enfant, et que c'était plus simple pour moi de faire une vasectomie réversible si jamais nous changions d'avis, j'ai subi l'intervention. C'était il y a 3 ans. Depuis qu'elle a arrêté la pilule, elle se sent mieux et nos rapports sont devenus sans souci puisque nous ne pouvions plus avoir d'enfants. En réalité, on fait plus l'amour maintenant qu'à l'université. Puis, il y a 3 semaines, ma femme a eu un retard de règles, ce qui, chez elle, n'est pas inhabituel. Ensuite, j'ai remarqué que ses seins étaient sensibles et qu'elle montrait des signes de nausée matinale. Je sais qu'il existe des cas rares où une vasectomie se renverse naturellement, alors je suis allé voir un médecin pour faire vérifier ma fertilité. Résultat, je suis toujours stérile. Mais je ne l'ai pas dit à ma femme. Elle a finalement consulté son médecin, qui a confirmé qu'elle était enceinte, et elle m'a demandé d'aller faire un test chez mon médecin. Je n'y suis pas allé tout de suite parce que j'étais littéralement malade de stress. J'ai imaginé tous les scénarios possibles. Finalement, j'ai refait un test, et j'ai aussi fait un test ADN sur ma fille. J'ai reçu les 2 résultats aujourd'hui, et j'en ai vomi. Oui, je suis stérile. Et non, ma fille n'est pas la mienne. Quand ma femme est rentrée, je lui ai montré le résultat de ma stérilité. Elle a nié toute infidélité, affirmant qu'il y avait sûrement une erreur de test. Alors je lui ai montré le test d'il y a 1 semaine. Là, elle s'est effondrée en larmes. Elle a fini par m'avouer avec qui elle avait couché, en disant que cela n'était arrivé qu'une fois et que le préservatif avait dû se rompre. Je lui ai demandé de me raconter 3 fois la même histoire. À chaque fois, je lui ai demandé si c'était toute la vérité et s'il y avait autre chose qu'elle devait me dire, car un autre mensonge signerait la fin de notre mariage. Elle m'a assuré que c'était la seule fois, qu'elle n'avait jamais fait ça auparavant. Je lui ai dit à quel point cela me blessait. Je lui ai demandé comment elle avait pu faire ça à notre famille, si ça en valait la peine. Je lui ai demandé si elle voulait divorcer. Elle a supplié que je lui pardonne, que nous surmontions cela. J'ai dit que je ne pouvais pas élever l'enfant d'un autre et je lui ai demandé si elle accepterait d'interrompre la grossesse pour que nous puissions rester ensemble. Elle a pleuré toute la nuit. Mais quand nous sommes allés nous coucher, elle a dit qu'elle ferait tout ce qu'il fallait pour sauver notre mariage. Je ne lui ai jamais parlé du test ADN. Je vais contacter un avocat la semaine prochaine pour savoir si je suis obligé de payer une pension pour notre première fille. Si elle m'avait avoué que je n'étais pas le père biologique de notre fille, j'aurais pu ravaler ma fierté et essayer de lui pardonner. Mais elle pensait que tout était derrière elle, qu'elle n'avait pas besoin d'avouer. Elle m'a laissé raconter mon histoire, avec son assistante présente, qui a pris des notes pendant que mon avocate passait en revue mes documents. Après avoir tout raconté, son assistante m'a posé quelques questions et m'a exposé mes options. Je vis dans un état où la faute est reconnue, ce qui a ses avantages et inconvénients. Avantage, cela me donne du poids. Inconvénient, cela rend la procédure plus longue et plus coûteuse. Concernant ma fille, si ma femme accepte de signer les papiers, je ne serai plus responsable de la pension alimentaire. Sinon, un test ADN ordonné par le tribunal et un jugement suffiront à m'en dégager même sans son consentement. Dans les 2 cas, je n'aurai probablement pas à payer de pension, mais l'un des moyens coûte plus cher que l'autre. Comme ma femme gagne bien sa vie, presque autant que moi, elle ne pense pas que le juge lui accordera une pension compensatoire. Tout ça, y compris le partage des biens, pourra être négocié avant qu'un juge n'intervienne. Mauvaise nouvelle, à cause des fêtes, les papiers ne pourront pas être prêts avant Noël, mais ce sera fait avant la fin de l'année. Mon avocate m'a conseillé de ne rien dire avant que ma femme ne soit officiellement servie. Elle m'a donné une liste de choses à faire avant et après Noël. Un détail important, comme nous essayons d'avoir un enfant, il est possible que ma femme ne savait pas que je n'étais pas le père biologique. Elle a rendez-vous chez son gynécologue demain. Mise à jour 1. J'ai retrouvé ma sœur chez moi et nous avons commencé à déménager mes affaires chez elle, le temps que le divorce se fasse ou au moins jusqu'à ce que ma future ex-femme parte et que j'aie la garde de la maison. Nous avons fait 4 trajets jusqu'à chez elle, puis sommes revenus chercher le reste. Ma sœur a tenu à être présente, pour me soutenir et servir de témoin. J'ai aussi déplacé la caméra nounou dans le salon, pour que tout soit enregistré dans le cloud. À 10h45, j'ai reçu un SMS de mon avocate, ma femme avait été officiellement servie. Je lui ai envoyé un mail disant que j'étais à la maison et qu'elle pouvait venir parler quand elle serait prête. Quelques minutes plus tard,
elle m'a envoyé un message du genre « Pourquoi, blablabla ». J'ai renvoyé le premier message et j'ai attendu son retour. Elle a ensuite envoyé plusieurs SMS et messages vocaux jouant la carte de la famille, disant que cela allait briser notre fille et nos familles. Elle a même osé dire qu'elle se sentait trahie. Elle partageait encore sa localisation, donc j'ai vu qu'elle avait mis 20 minutes à quitter son travail, puis s'était arrêtée à un Walgreen à côté. L'utilité de cet arrêt s'est révélée claire quand une voiture de police est arrivée juste derrière elle dans l'allée. Apparemment, elle avait fait venir la police parce qu'elle disait avoir peur et qu'il y avait des armes à feu dans la maison. J'ai montré aux policiers mon coffre-fort vide et expliqué que j'avais transféré les armes dans un autre endroit sécurisé. Nous sommes retournés au salon, où j'ai montré à ma femme le test de paternité prouvant que notre fille n'était pas la mienne. Sa réaction, déni et incrédulité, qui semblait sincère. Elle a pleuré pendant 10 minutes. Je lui ai dit que c'était la goutte de trop, et pourquoi je voulais divorcer. À ce moment-là, les policiers m'ont rappelé de rester calme, puis sont partis après que je leur ai dit que j'allais bientôt quitter la maison pour aller chez ma sœur. Quand je lui ai demandé qui était le père biologique de l'enfant, elle a dit qu'elle ne savait pas. Je lui ai demandé s'il y avait autant d'hommes avec qui elle avait couché ou si elle ignorait juste son nom. Je lui ai demandé combien de fois elle m'avait trompé entre les 2 grossesses. Elle m'a juré qu'il n'y avait eu que ces 2 hommes. Je lui ai rappelé que je lui avais dit qu'un seul autre mensonge signerait la fin. Je lui ai aussi dit que je ne pouvais pas et ne voulais pas élever l'enfant d'un autre. Je lui ai dit de trouver le vrai père, parce que je ne paierais pas la pension alimentaire d'un enfant qui n'était pas le mien. Elle a voulu savoir ce qu'on allait dire à notre fille. J'ai répondu que c'était à elle de gérer, que c'était son désastre, et que je ne prendrais ni la faute ni le fardeau de le réparer. La semaine dernière, j'ai rédigé 2 mails. L'un pour nos amis et notre famille, avec les résultats des tests et les raisons de mon divorce. L'autre, pour ma femme, avec les mêmes pièces jointes, ce que je savais, et ce que je lui avais dit. J'ai dû faire valider le tout par mon avocate, qui a demandé quelques modifications avant de donner son accord final. J'ai envoyé des copies à tous nos amis et à toute notre famille lorsqu'elle est arrivée dans l'allée cet après-midi. La plupart des retours que j'ai reçus sont très unilatéraux, et particulièrement colorés. Au final, je lui ai dit que si elle avait été honnête, nous aurions peut-être pu arranger les choses. Mais je ne pouvais pas faire confiance à une menteuse récidiviste. Je lui ai dit que si elle avait fait ligaturer ses trompes au lieu que je subisse une vasectomie, elle aurait peut-être réussi à cacher toute cette histoire. Je lui ai dit qu'elle devait engager un avocat pour que nous puissions avancer et commencer à guérir. Modifié. Nous avons une autre 2e réunion avec les avocats aujourd'hui et nous avons signé presque tous les documents, sauf en ce qui concerne la maison, nous attendons encore l'évaluation pour savoir comment la partager. Les requêtes ont été déposées aujourd'hui et un test ADN ordonné par le tribunal a été programmé pour nous 3. Comme ma future ex-femme, STBXW, n'a pas contesté, nous avons déposé une requête de divorce à l'amiable. Si tout se passe bien, je récupère la maison le 15 février, et le divorce sera définitif le 5 avril. Les avocats ont mieux géré la situation cette fois en nous maintenant séparés et en réduisant au minimum les échanges entre nous 2. J'étais un peu inquiet en la voyant arriver, pâle, sans énergie, je ne savais pas si c'était dû au manque de sommeil ou à une surmédication. Elle a juste fixé la fenêtre pendant que les avocats nous lisaient tous les documents avant que nous signions. En sortant, j'ai eu l'impression d'avoir retiré un poids énorme de mon cou. Les RH m'ont inscrit à une thérapie qui commence demain. Mon patron avait mis une bouteille de champagne sur mon bureau et m'a proposé un congé si j'en avais besoin, mais je lui ai dit que j'étais impatient de retourner au travail. Modifié 2. Je vais ajouter ici des commentaires pertinents pour mieux contextualiser la suite. Commentaire critical bank 5269, est-ce qu'elle a révélé l'identité du père de l'enfant? Ou est-ce qu'elle fait juste semblant d'agir? OOP, elle m'a dit qui était le père biologique, mais je ne sais pas si je peux la croire. De toute façon, ça n'a plus d'importance pour moi. Elle a aussi dit qu'elle ne l'avait pas encore contacté, ce qui me fait penser qu'elle essaie de détourner le sujet. Pas mon cirque, pas mes singes. Commentaire équivalent B886, tu connaissais le père biologique? Il faisait partie de ton groupe d'amis? Que s'est-il passé à la première réunion avec les avocats? OP, je crois l'avoir rencontré 1 ou 2 fois, mais il ne faisait pas partie de notre cercle d'amis. La première réunion était juste une réunion préliminaire où mon avocat a exposé nos conditions et ce que nous ferions si elle contestait l'une d'elles. Commentaire, comment tu vas? Tu peux nous faire une mise à jour? OP, mon ex a reçu sa part de l'équité de la maison et a déjà emménagé dans son nouvel appartement. Je réintègre la maison demain. Le test ADN ordonné par le tribunal est revenu et le juge a approuvé la demande de suppression de mes droits et obligations parentales. Le divorce ne sera pas officiel avant avril, mais en pratique, je suis libre. La seule communication que j'ai avec mon ex passe par mon avocat ou lors de rendez-vous en sa présence. J'ai bloqué mon ex et certains membres de sa famille et amis. Elle a dit vouloir discuter en personne un jour, mais mon avocat a recommandé d'attendre la finalisation du divorce. J'ai dîné de nouveau avec la femme de la paix, Sharon, on se tient mutuellement informés des comportements de nos ex respectifs. J'éprouve presque de la pitié pour lui,
elle l'a fait virer et est bien décidée à prolonger le divorce et lui faire subir le plus de souffrance possible. Commentaire équivalent B886, comment a-t-elle réussi à faire virer la paix? Il travaillait pour le district scolaire? OP, non, il travaillait dans l'entreprise familiale de ma femme. Elle a parlé de ce qu'il avait fait à son père et son oncle, qui dirigent la boîte. Elle n'a pas eu besoin de demander 2 fois. Le lendemain matin, ils lui ont retiré son ordinateur portable, son téléphone pro, sa carte bancaire d'entreprise, et sa voiture de fonction. Il n'a eu droit qu'à un carton avec ses affaires personnelles et a été escorté dehors. Tout cela en 15 minutes. Commentaire équivalent B886, tu as dîné 2 fois avec elle. J'ai l'impression que tu l'apprécies. Vous auriez pu vous appeler au lieu de vous voir, non? OP, on est un peu comme des compagnons d'armes. On a pu recouper nos informations sur les liaisons de nos ex. Et on a aussi une fascination morbide pour le sort que subissent nos ex et leurs partenaires d'adultère. Toutes les preuves de nos 2 côtés indiquent qu'il y a eu environ 6 semaines de relations et 3 rencontres. La fréquence des rapports intimes reste difficile à déterminer. Mise à jour 2. Tout au long de mon divorce et après, je suis resté en contact avec Sharon, la femme trompée de la paix, car on s'est beaucoup soutenu moralement et on a partagé des détails sur l'infidélité de nos ex respectifs. On s'appelle et on dîne ensemble 1 ou 2 fois par mois pour faire le point. Le mois dernier, Sharon m'a dit qu'une de ses amies allait se marier et l'avait invitée à la cérémonie. Son ex, Stan, était aussi invité, étant un ami du marié. Son invitation permettait de venir avec un +1, alors elle m'a proposé de l'accompagner. À la fois pour le soutien moral et pour faire un petit pied de nez à Stan. C'était un mariage sur tout un week-end, on partagerait une chambre avec 2 lits, rien de romantique. L'idée m'a amusé, alors j'ai accepté. Nous avons pris l'avion la veille du mariage et avons dîné avec quelques amis de Sharon. J'ai été présenté comme son ami, sans mention de nos divorces ni de nos histoires passées. Nous n'avons croisé Stan que juste avant la cérémonie, alors qu'on nous guidait du côté de la mariée. Stan était assis côté mariée. Inutile de dire qu'il n'était pas ravi et ne cessait de nous regarder. Sharon l'a bien remarqué. À la réception, nous étions à table avec des amis de Sharon que nous avions vus la veille. L'ambiance était bonne. Stan, quant à lui, était assis de l'autre côté de la salle, mais en vue directe de nous. Nous avons beaucoup dansé ensemble et sans doute bu un peu trop. Il y a eu un moment de tension entre Stan et Sharon, mais ses amis sont vite intervenus et l'ont éloigné. De retour à l'hôtel après la réception, nous avons encore bu un verre avec 2 autres couples. Plusieurs commentaires ont été faits sur le regard assassin que Stan nous lançait toute la soirée, et certains ont dit qu'on faisait un joli couple, nous demandant si c'était sérieux. On a ri en disant qu'on était juste amis. Dans l'ascenseur, on était serrés, j'avais un bras autour de Sharon pour la soutenir. Une fois dans la chambre, il y a eu un moment de tension et on s'est embrassés. Le bon sens a perdu face à l'alcool et on a fini par coucher ensemble. Le lendemain matin, nous n'avons pas beaucoup parlé de ce qui s'était passé, pressés de ne pas rater notre vol. Nous avons croisé Stan au moment du check-out, il a lancé une remarque désagréable avant de partir. Dans l'avion, nous avons parlé de ce qui s'était passé. Aucun de nous ne regrettait, mais on se demandait si c'était vraiment le bon moment. Nous avons décidé de prendre un peu de temps chacun de notre côté pour réfléchir et convenu d'un dîner la semaine suivante pour discuter plus en profondeur. Aucun de nous n'a essayé de sortir avec quelqu'un depuis nos divorces. Pour ma part, je n'étais pas prêt à flirter, encore moins à entamer une relation. J'ai déjà une séance prévue avec mon thérapeute, où je parlerai de tout ça. Mais on a vraiment passé un bon week-end à ce mariage. Histoire 2. Je suis enceinte de 15 semaines et mon mari a droit à 4 semaines de congé paternité payé, mais il ne veut en prendre qu'une seule parce qu'il ne veut pas perdre d'argent. Je lui ai donc dit que je préférais tout faire seul, et il s'est traité lui-même de « père absent ». Salut à tous. Moi, 23 ans, je suis enceinte de 15 semaines. Mon mari, 25 ans, et moi avons commencé à discuter de tous les rendez-vous médicaux prévus jusqu'à la fin de l'année, le bébé est attendu pour novembre. Nous avons découvert que je ne toucherais pas de congé maternité payé, mais que lui aurait droit à un congé paternité payé de 4 semaines. J'ai déjà commencé à économiser pour les 3 semaines durant lesquelles je ne pourrai pas travailler après l'accouchement. Je travaille à domicile, et je pensais sincèrement qu'il n'y aurait aucun problème pour qu'il m'aide pendant ces 3 semaines de convalescence, puis qu'il reste encore une semaine pour m'aider à me réadapter au travail. Sa réponse ? Qu'il serait heureux de prendre une semaine, et 2 au maximum si nécessaire. La raison ? 2 semaines, ça représente 2000 $ qu'il n'aurait pas, et il ne se sentait pas à l'aise de perdre plus. Quelques détails importants avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes ensemble depuis 5 ans, nous nous sommes mariés le 4 mai. Oui, nous avions déjà des problèmes avant le bébé, et non, ce bébé n'était pas prévu. J'ai des problèmes de santé chronique, en plus d'avoir été diagnostiqué avec une hyperémèse gravidique, ce qui m'a déjà envoyé 4 fois aux urgences. Mon mari travaille dans la plomberie de construction neuve, donc il est payé à la tâche. S'il travaille à l'atelier les jours de pluie ou quand les matériaux manquent, il gagne 15 $ de l'heure, ce qu'il toucherait pendant son congé paternité.
J'estime que ce sont des précisions importantes pour mieux comprendre ma position. Tout ce que j'ai pu faire, c'est m'asseoir et pleurer. J'ai réalisé que, concrètement, j'allais devoir tout gérer seul. J'avais déjà accepté que, dès qu'il reprendrait le travail, je n'aurais plus beaucoup d'aide, car son boulot est physique et il rentre déjà épuisé sans avoir un bébé à gérer. Je lui ai dit qu'à ce stade, autant qu'il ne prenne qu'1 jour pour l'accouchement, et que je me débrouillerais seul pour le reste. Je lui ai expliqué qu'1 semaine, ce n'était rien du tout, et que si je devais me contenter de ça, alors autant ne rien avoir du tout. J'ai déjà commencé à chercher une aide à domicile ou une nounou pour m'aider avec le bébé et les chiens. Je n'ai personne d'autre que lui. Nos 2 parents travaillent, et nous n'avons pas de famille proche de chez nous. Aujourd'hui, je me sens égoïste parce qu'il s'est énervé après ce que j'ai dit. Il m'a dit, le bébé n'est même pas encore là et tu me vois déjà comme un père absent. Je ne trouve rien en ligne qui dit si 1 semaine est suffisante ou non, et maintenant je me sens horrible parce que je n'arrive pas à surmonter le choc émotionnel de cette situation. Quelqu'un peut-il me dire si j'ai tort ou raison? Parce qu'honnêtement, je ne sais plus quoi penser. Quelques points que je veux clarifier car certains commentaires étaient un peu agressifs. Oui, nous utilisions une contraception. D'où le bébé, surprise. Je vis en Floride, et les congés maternité ne sont pas obligatoires pour les employeurs. J'aurais pu bénéficier de la FMLA, loi sur le congé familial, mais comme je ne suis pas affilié à l'assurance de mon employeur, je n'y ai pas droit, et je n'ai pas cotisé pour pouvoir l'utiliser. Mon objectif en postant ce message était d'avoir des points de vue différents sur cette situation. C'est notre premier enfant. Nous avions prévu d'en avoir plus tard. Je n'avais jamais planifié de tomber enceinte. Je vous promets que le bébé et moi sommes suivis par mon obstétricienne et mon cardiologue. J'ai reçu beaucoup de questions et de commentaires sur l'avortement, mais sincèrement, ce n'était pas une option pour moi. Je n'ai rien contre l'avortement, mais je m'étais déjà attaché à mon bébé. J'ai montré ce post et vos commentaires à mon mari. Cela a été une vraie révélation pour nous 2. Nous avons eu des conversations très difficiles, mais aussi des discussions extrêmement profondes. Finalement, nous avons tous les 2 commencé une thérapie individuelle et une thérapie de couple. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais j'ai l'impression de vivre un rêve désormais. Mon travail a finalement accepté de me payer 6 semaines de congé maternité. Mon mari a pris 2 semaines de congé et son entreprise lui a donné une prime bébé, en plus de sa prime de fin d'année. Ils ont été formidables tout au long du processus. Ma grossesse a été absolument horrible. J'ai été hospitalisé cette fois à cause des nausées, j'ai souffert d'anémie et de PUP, éruption cutanée sévère liée à la grossesse, en plein été. J'ai été alité en octobre et j'ai accouché en novembre. Ma fille a eu quelques complications qui nous ont menés à un spécialiste à haut risque, mais par miracle, tous les problèmes ont été résolus avant sa naissance. J'ai accouché après 36 heures de travail et j'ai dû subir une césarienne car son rythme cardiaque chutait. Ce moment-là a été la chose la plus terrifiante de ma vie. Ma césarienne a été traumatisante, il y avait des médecins partout, me posant des questions, me demandant si je ressentais quelque chose. Malgré l'anesthésie, je continuais à sentir des choses. J'ai ressenti la coupure, les tractions, la brûlure. C'était horrible. Mais dès qu'ils l'ont sorti et qu'elle a poussé son premier cri, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue. Les 2 premières semaines avec elle ont été tout ce dont j'avais rêvé. Mon mari a été incroyable et a tout géré. Je ne m'étais jamais senti aussi aimé. Il m'a aidé pour tout, même les nuits blanches. Nous en sommes maintenant à 7 mois, et je jure que la vie n'a jamais été aussi belle. Je travaille toujours depuis chez moi, et elle reste avec moi toute la journée. Elle est incroyablement intelligente et nous avons une super routine. Elle a déjà 4 dents, elle tient debout toute seule et rampe. On est sur le point d'entendre ses premiers « Mama ». Je ne savais pas qu'on pouvait aimer autant un être humain, et je suis tellement reconnaissante qu'elle soit à moi. Je pense que, quoi qu'il arrive, j'aurais pris la même décision de la garder. Ça aurait été plus dur et plus effrayant, c'est sûr. J'ai détesté ma vie aussi loin que je m'en souvienne, pour une raison ou une autre. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé un vrai sens à ma vie. Elle est arrivée au moment le plus parfait. Je sais que chaque histoire est différente et j'espère ne pas paraître insensible. Mais une mise à jour reste une mise à jour, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Si vous avez lu tout ça, ce que je doute, merci. Merci pour votre temps. Ça compte énormément pour moi.